Imaginez un homme qui, à 32 ans, au sommet absolu de sa gloire, rentre chez lui un soir d'automne, s'agenouille devant sa femme enceinte et lui murmure la phrase la plus terrifiante qu'un mari puisse prononcer. « Il se peut que j'aie ramené la mort dans cette maison. Si tu veux partir, je ne t'en voudrais pas. » Cet homme, le monde entier le connaissait sous un seul nom, un surnom donné par un journaliste un soir de lycée et qui allait devenir plus grand que son propre nom de naissance. Magic. Magic Johnson, le sourire le plus éclatant du basketball américain. L'homme qui a transformé une ligue moribonde en empire mondial, le géant de 2,6 m qui jouait comme un meneur de poche et rêvait comme un enfant. Mais derrière les 5 bagues de champion et les 3 titres de MVP, se cache une histoire que le basket n'a jamais vraiment racontée. Celle d'un homme qui, depuis 35 ans, se réveille chaque matin à 4 heures, avale ses médicaments, surveille ses cellules immunitaires et continue de livrer, seul, sans public, le combat le plus long de toute sa vie. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like parce que ce que vous allez découvrir n'a rien à voir avec l'image que vous connaissez déjà. Tout commence le 14 août 1959, à Lansing, dans le Michigan, une ville grise et industrielle. Ervin Johnson Jr. est le 4e d'une fratrie de 7 enfants. Il ne connaît pas de drame fondateur, pas de deuil précoce. Sa blessure à lui est plus discrète. C'est celle d'un père présent dans la maison mais absent de sa vie. Ervin Johnson, père, travaille à la chaîne de montage de General Motors le jour, puis conduit un camion poubelle la nuit pour nourrir cette bouche. Il aime ses enfants, aime le basket, mais use son corps chaque jour pour empêcher le toit de s'effondrer. Le jeune Ervin grandit dans l'ombre d'un père qu'il admire sans jamais vraiment pouvoir s'asseoir à côté de lui. Celle qui tient la maison debout, c'est Christine, la mère, que Magic appellera plus tard le pilier d'acier de tout ce qu'il est devenu. Dans ce quartier où l'avenir n'est promis à personne, le basket n'apparaît pas comme un loisir, mais comme la seule échappatoire à une pauvreté qui referme lentement ses mailles. Adolescent, il décroche un emploi de nettoyeur dans un immeuble de 7 étages. Chaque soir, il passe la serpillière sur les 6 premiers niveaux avec sérieux. Mais lorsqu'il atteint le 7e étage, celui des bureaux de direction, il pose sa serpillière, s'installe dans le fauteuil du patron et s'imagine, l'espace de quelques minutes, à la tête de l'entreprise. 30 ans plus tard, à la tête d'un empire d'1,5 milliard de dollars, il repensera à ce fauteuil et saura qu'il lui appartenait depuis toujours. C'est un journaliste local qui lui offre son surnom après l'avoir vu inscrire 36 points, 18 rebonds et 16 passes lors d'un match de lycée. Ce soir-là, Ervin Johnson disparaît peu à peu derrière Magic. En 1977, il conduit son lycée au titre de champion du Michigan. Et toute la ville de Lansing se lève une dernière fois pour saluer son enfant avant qu'il ne s'envole vers un tout autre monde. À 18 ans, à l'université d'État du Michigan, 2 rencontres scellent son destin. La première s'appelle Cookie Kelly. Après seulement 3 mois, Magic annonce à ses parents que cette femme sera son épouse, une promesse qui mettra 14 années à se concrétiser. Sera trahie à de multiples reprises et annulée 2 fois par Magic lui-même à quelques jours du mariage. Car peu après cette déclaration, Cookie découvre une autre jeune femme portant son peignoir dans sa chambre d'étudiant. La première fissure vient de s'ouvrir. La seconde rencontre n'est pas une histoire d'amour, mais une rivalité que le destin lui impose pour toujours. Larry Bird. La finale universitaire de 1979, opposant leurs 2 équipes, devient le match de basket universitaire le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine. À partir de cette soirée, Magic et Bird deviendront l'un pour l'autre l'unique mesure de leur propre grandeur. Quelques mois plus tard, les Lakers de Los Angeles sélectionnent Magic en tout premier choix de la draft 1979. De Lansing, ville grise, à Los Angeles, ville de néon et de tentations sans limite, le contraste annonce déjà tout ce qui va s'abattre sur sa vie. La lumière la plus éblouissante et l'ombre la plus profonde. Dès la finale, 1980, face à Philadelphie, alors que le pivot vedette des Lakers est blessé, l'entraîneur prend une décision jugée folle. Faire jouer Magic, rookie de 20 ans, au poste de pivot. Cette nuit-là, il inscrit 42 points, prend 15 rebonds, distribue 7 passes, occupant tour à tour chaque position comme si le concept même de poste ne s'appliquait pas à lui. Les Lakers sont sacrés champions et le rookie devient meilleur joueur des finales. Personne, avant ni après lui, n'a jamais accompli un tel exploit. Ce que Magic va bâtir avec les Lakers dans les années 80 dépasse le simple sport. On l'appellera le Showtime. Un basket joué comme du jazz improvisé, où chaque passe surprend, où chaque contre-attaque ressemble à un solo audacieux, et où Magic dirige l'orchestre avec un sourire plus large que le terrain.
Jack Nicholson et Dustin Hoffman s'installent au premier rang du forum parce que Los Angeles vient de trouver, dans le basket, une rivale sérieuse au cinéma. 5 titres de champion en 9 ans, 3 trophées de MVP de saison régulière, 3 de MVP des finales. Les chiffres impressionnent, mais ils ne racontent pas l'essentiel. Ce qui rend Magic irremplaçable, c'est cette combinaison inédite entre la vision d'un meneur de génie et la stature d'un intérieur capable de dominer sous le panier. Pour comprendre pleinement sa dimension, il faut le regarder aux côtés de Larry Bird, car l'un ne serait jamais devenu une légende sans l'autre. Bird, blanc, issu d'une petite ville ouvrière, incarne l'Amérique des hivers gris. Magic, noir, hollywoodien, incarne l'Amérique du rêve et du soleil. Chaque affrontement entre les Celtics et les Lakers devient une confrontation entre deux visions du pays. Ils se détestaient sur le parquet, mais avaient besoin l'un de l'autre pour exister pleinement. Cette rivalité ne sauvera pas seulement la NBA. De la faillite, elle la transformera en empire mondial. Son instant le plus emblématique survient lors du 4e match des finales 1987, quand Magic intercepte le ballon, traverse tout le terrain et tente, à 2 secondes de la fin, un lancer en crochet au-dessus de 3 défenseurs des Celtics. Le ballon retombe proprement dans le filet au moment même où retentit le buzzer final. Ce panier restera à jamais gravé dans la mémoire du basket américain. En 1991, Magic Johnson est un mythe vivant. 5 bagues, 3 MVP, visage d'une génération entière. Il vient d'épouser Cookie après 14 années tumultueuses. Elle attend leur premier enfant. Pour la première fois, tout semble s'aligner. La carrière, l'amour, la famille. Une existence si parfaite qu'elle en devient presque irréelle. Et c'est précisément pour cela qu'elle ne va pas durer. 45 jours après son mariage, tout ce qu'il a mis 32 ans à construire s'effondre en une après-midi. En 1991, une infection au VIH n'est pas une simple mauvaise nouvelle, c'est une condamnation à mort. La maladie a déjà emporté plus de 100 000 Américains, aucun traitement efficace n'existe, et la société l'associe presque exclusivement à l'homosexualité. C'est ce monde-là que Magic découvre lors d'une visite médicale de routine avant la nouvelle saison. Le médecin de l'équipe refuse de tout annoncer par téléphone. Face à face, il prononce la phrase qui va tout changer. Magic demande si c'est certain. Encore et encore, comme si répéter la question pouvait modifier la réponse. Elle ne change pas. L'homme dont l'Amérique croyait qu'il pouvait tout accomplir s'effondre et pleure comme un enfant. Mais le pire moment reste le trajet du retour vers la maison, sachant que Cookie l'attend, mariée depuis 45 jours, enceinte, après 14 années à espérer cette vie. En franchissant la porte, Magic détruit tout d'une seule phrase. Cookie le gifle, puis tous deux s'effondrent au sol en larmes. Elle racontera plus tard que la seule pensée qui l'habitait était qu'il pouvait mourir, et que cette peur effaçait tout le reste. Magic la regarde et prononce les mots les plus cruels qu'un mari puisse adresser à sa femme. Si elle veut partir, il ne lui en voudra pas. Cookie ne part pas. Cette décision est la véritable raison pour laquelle Magic Johnson est encore vivant aujourd'hui. Restait une angoisse plus terrible encore. L'enfant à naître avait-il été contaminé ? Cookie elle-même était-elle infectée ? Il faudra des semaines d'attente insoutenables pour le savoir. Durant cette attente, Magic fait quelque chose qu'aucune caméra n'a jamais filmé, mais qui hante ce récit plus que n'importe quelle conférence de presse. Seul dans une pièce, il appelle une à une toutes les femmes avec lesquelles il a eu une relation, pour leur annoncer qu'il est séropositif. Cookie, assise de l'autre côté de la porte, écoute son mari composer des numéros de femmes dont elle ne connaît ni le nom ni le visage. Cette scène, sans musique, sans projecteur, faite uniquement de silence et d'humiliation nue, est sans doute la plus bouleversante de toute cette histoire. Le 7 novembre 1991, devant des centaines de caméras, Magic annonce publiquement sa séropositivité et sa retraite immédiate. L'Amérique se fige. Un homme noir, hétérosexuel, incarnation même de la masculinité sportive, vient de contracter la maladie que la société entière assignait aux hommes homosexuels. Des lettres de haine affluent. Certains joueurs expriment publiquement leur peur de partager le terrain avec lui. Mais Magic se tient debout devant tous et prononce une phrase que l'histoire retiendra. Il vaincra cette maladie et il continuera d'en tirer de la joie. Du courage, assurément, mais aussi le seul mécanisme de défense qu'ils connaissent. Sourire, encore et toujours, même quand tout s'écroule. 3 mois à peine après cette annonce, Magic revient sur un terrain, lors du match des étoiles de 1992. Beaucoup de joueurs redoutent le simple contact physique avec lui. Avant le match, Isiah Thomas, son ami le plus proche, celui qu'il considérait comme un frère, l'enlace devant des milliers de spectateurs. L'étreinte paraît sincère. Personne ne sait encore ce que cette même personne dira dans son dos quelques mois plus tard. Sur le parquet,
Magic inscrit 25 points, distribue 9 passes et repart avec le trophée du meilleur joueur, comme si le diagnostic n'avait jamais existé. Cet été-là, à Barcelone, il rejoint la Dream Team olympique et retrouve, pour la première et la dernière fois de sa carrière, Larry Bird sous le même maillot. Après ces Jeux, Magic ne s'arrête pas. Il fonde la fondation Magic Johnson, plaide devant le Congrès pour la recherche et se rend dans des communautés que la politique avait abandonnées pour leur dire simplement qu'il porte lui aussi ce virus et qu'il continue pourtant de se tenir debout. Le monde a voulu croire que Magic avait vaincu le VCRH une fois pour toutes. Mais que signifie une victoire lorsque l'ennemi ne quitte jamais le corps? Les médicaments doivent être pris chaque jour, sans exception. Vaincre le VIH n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus sans fin. Pendant que le pays célébrait cette renaissance publique, une autre histoire, plus sombre, se jouait en coulisses, celle du mode de vie qui avait précédé le diagnostic. Magic lui-même a reconnu que des dizaines de femmes l'attendaient régulièrement après les matchs, sans jamais chercher à se justifier. Mais celle qui en a payé le prix le plus lourd n'était pas Magic, mais Cookie. 14 années d'attente, 2 mariages annulés à la dernière minute, un fils né en dehors de leur relation, André, dont l'existence lui a longtemps été dissimulée. Et pourtant, elle reste, non par faiblesse, mais parce qu'elle voit, derrière la légende, l'homme véritable, et décide que cet homme mérite d'être défendu. Même sauvé de la catastrophe du V.H, ce mariage ne sera pas épargné par les blessures ordinaires de la vie conjugale. En 2001, 10 ans après l'annonce, le couple traverse une crise silencieuse. Cookie racontera que Magic s'était laissé happer par son propre personnage, laissant peu de place à quiconque, y compris à elle. Ils se séparent secrètement pendant 2 semaines sans qu'aucune presse ne l'apprenne, puis choisissent, ensemble, de revenir l'un vers l'autre. Pour célébrer leurs 10 ans de mariage, Magic privatise un parc d'attractions entier et renouvelle son engagement envers celle qu'il avait le plus blessée au monde. Quand le VIH a frappé à 32 ans, presque tout le monde pensait que la vie de Magic Johnson touchait à sa fin. C'est l'inverse qui s'est produit. Sa seconde carrière, celle du monde des affaires, dépasse de loin tout ce que le basket lui avait offert. En 13 saisons professionnelles, il avait gagné environ 40 millions de dollars. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, construite presque entièrement après qu'il a quitté les parquets. Il investit là où personne d'autre n'ose s'aventurer, dans des quartiers populaires que les grandes enseignes évitaient, et devient copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, des Sparks, du LAFC et des Commanders de Washington, bâtissant un empire sportif traversant les 4 plus grandes ligues américaines. Mais chaque empire porte ses fissures. En 1979, jeune rookie, il avait refusé une offre en action de Nike pour signer avec Converse, une décision qu'il qualifiera lui-même de plus coûteuse erreur de sa carrière. Plus douloureuse encore, son retour comme dirigeant des Lakers en 2017 tourne au fiasco. Critiqué en interne pour son management autoritaire, il démissionne brutalement en 2019 sans prévenir la propriétaire du club, après avoir découvert un courriel remettant en doute ses compétences. Plutôt que d'affronter la critique, il choisit de fuir, comme il avait déjà fui 2 fois son propre mariage. La blessure la plus profonde, cependant, ne vient ni du basket, ni des affaires, mais de l'amitié. Isiah Thomas ne se tient pas à ses côtés au moment de l'annonce publique de sa séropositivité. Selon plusieurs témoignages, il propage au contraire, dans les vestiaires de la Ligue, des rumeurs insinuant que Magic pourrait être bisexuel. Pendant ce temps, Larry Bird, son rival de toujours, l'appelle immédiatement pour le soutenir. Cette trahison révèle une vérité essentielle. Le VIH n'a pas seulement attaqué le corps de Magic Johnson, il a attaqué la confiance qu'il plaçait dans ceux qu'il croyait connaître le mieux. Mais l'épreuve la plus intime concerne son propre fils. Ervin Johnson III, surnommé UG, né en juin 1992, quelques mois après le diagnostic. Ni Cookie ni le bébé ne sont contaminés, un immense soulagement au cœur du chaos. En grandissant, UG manifeste très tôt des signes que son père refuse de voir. C'est Cookie qui comprend la première, lors de vacances familiales. En 2010, à 17 ans, UG fait son coming out auprès de sa famille. La réaction de Magic est loin d'être à la hauteur de l'image publique qu'il projette. Des mots durs, un rejet difficile à digérer et une règle absurde interdisant à son fils de porter des foulards dans la maison familiale, comme si un simple accessoire vestimentaire menaçait l'ordre du foyer. Cookie, elle, doit composer avec sa foi profonde, tiraillée entre ses convictions religieuses et son amour de mère. Elle finira par choisir cet amour, convaincue que son enfant n'a jamais eu le choix de qui il est. En 2013, des photographes surprennent Euggie, main dans la main avec son petit ami,
révélant publiquement son orientation avant même qu'il n'ait choisi de le faire lui-même. Peu après, Magic se rend à son dortoir universitaire et l'enlace si fort, si longtemps, que Jay comprend enfin, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, que l'amour de son père n'a jamais réellement disparu. Depuis, Magic est devenu l'un des défenseurs les plus visibles des droits LGBTQ, dans deux milieux pourtant réputés parmi les plus conservateurs, le sport professionnel et la communauté afro-américaine. Il existe dans cette histoire une boucle générationnelle frappante. Le père de Magic l'aimait, mais n'avait jamais le temps d'être vraiment présent. Magic, lui, était matériellement présent, mais longtemps absent dans l'acceptation de son fils. Ce n'est qu'à l'âge mûr qu'il apprend la leçon que son propre père n'avait jamais eu l'occasion de lui transmettre. Aimer un enfant, ce n'est pas aimer la version rêvée qu'on projette sur lui, mais accepter pleinement celui qu'il est réellement. Aujourd'hui, à 67 ans, Magic Johnson se lève chaque matin à 4 heures, sans exception. Il s'entraîne 2 heures, prend ses médicaments, travaille toute la journée, rentre chez lui, dort, puis recommence. Depuis 35 ans, il en parle avec une simplicité déroutante, comme s'il décrivait l'emploi du temps ordinaire d'un homme d'affaires discipliné, alors qu'il s'agit en réalité de l'emploi du temps d'un homme qui se maintient en vie. De l'extérieur, rien ne laisse deviner ce combat quotidien. Milliardaire respecté, copropriétaire de plusieurs franchises sportives majeures, décoré en 2025 de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, il demeure une voix incontournable sur les questions du VAHA, de l'investissement dans les communautés noires et des droits LGBTQ. Sa famille, qu'il a lui-même failli briser à plusieurs reprises, est aujourd'hui devenue une image qu'il n'aurait jamais osé imaginer 30 ans plus tôt. Plus de 34 ans après leur mariage, Cookie et lui continuent chaque vendredi soir d'aller au cinéma acheter du pop-corn. Une tradition née à l'université et jamais interrompue, malgré la maladie, malgré la séparation, malgré chaque tempête traversée. Chaque été, toute la famille embarque pour une croisière en Méditerranée. Sur cette photo de famille digne d'un magazine, chaque visage porte pourtant des cicatrices invisibles à l'objectif. L'une de ces petites filles a un jour porté, pour Halloween, le maillot des Lakers frappé du numéro 32. Le numéro qu'il portait quand le monde entier l'appelait Magic. Le numéro qu'il portait quand les médecins annonçaient sa mort prochaine. Une victoire silencieuse. Que son héritage soit devenu assez léger pour qu'une enfant de 5 ans puisse le porter en jouant. Sans rien connaître du sang, des analyses et des réveils à 4 heures minces, à 4 heures du matin. Mais sous cette surface radieuse, le combat ne s'arrête jamais. Chaque fatigue inhabituelle, chaque fièvre légère ramène la même question silencieuse. Le virus se réveille-t-il? Et les visages aimés disparaissent, les uns après les autres. Jerry Buss, l'ancien propriétaire des Lakers qu'il considérait comme un second père, s'éteint en 2013. Kobe Bryant, qu'il avait vu grandir sous le maillot violet et or, meurt tragiquement en 2020. La génération du Showtime vieillit et Magic, lui, continue d'avancer. Magic Johnson n'est pas un héros parfait. Il a fui 2 fois son propre mariage, vécu une existence qui a ramené la mort au sein de son foyer, caché l'existence d'un enfant, interdit un foulard à son propre fils par peur de ce qu'il représentait. Il n'est pas non plus une simple victime tragique. Il a transformé 40 millions de dollars en un empire d'1,5 milliard, transformé une condamnation à mort en 35 années de vie, transformer la stigmatisation en combat pour les droits humains, transformer une étreinte maladroite avec son fils en voie publique pour toute une communauté. Il est à la fois celui qui a blessé et celui qui a passé sa vie à réparer, l'homme qui sourit sous les projecteurs et celui qui se lève dans le noir chaque matin pour continuer à faire battre son cœur. La véritable tragédie de Magic Johnson n'est pas d'avoir contracté le VIH à 32 ans. Elle est de devoir, chaque jour depuis 35 ans, remporter cette bataille dans l'indifférence générale, alors que le monde entier croit depuis longtemps la guerre terminée. Elle ne s'est jamais achevée. Elle s'est simplement déplacée du parquet du forum vers une salle de consultation silencieuse à 4 heures du matin, sans public, sans ovation. Il ne reste dans cette pièce que l'aiguille, les comprimés, les résultats d'analyse, et Cookie, la femme qui a choisi de rester alors qu'il lui offrait la possibilité de partir, toujours présente à ses côtés. C'est peut-être cela, la véritable magie, non pas l'homme qui souriait devant 20 mâles spectateurs, mais celui qui se relève avant l'aube, dans le silence, et choisit une fois de plus de vivre un jour de plus. Alors maintenant que vous connaissez les 2 visages de cette histoire, le sourire du Showtime et le combat silencieux de 4 heures du matin, lequel restera gravé dans votre mémoire? Dites-le en commentaire. Le sourire est toujours là. Le combat aussi. Si cette histoire vous a touché,
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très vite pour la prochaine histoire.